Bonjour. Donc tu m'as demandé de faire une petite vidéo pour tenter de répondre à un certain nombre d'objections à la pensée écologique en général et peut-être à la mienne en particulier qui ont fait jour ces derniers temps. Alors je ne vais pas le faire pour l'essentiel de ce que tu m'as soumis parce que j'ai découvert beaucoup d'attaques ad hominem ou de moqueries sur la longueur de mes cheveux, sur la marque de ma montre ou sur l'origine de mon t-shirt, émanant parfois, paraît-il, de véritables intellectuels. Non, mais je ne peux pas comprendre ça. Voilà, je déteste tout ce qui correspond au coup bas, comme ça, aux petites moqueries. Ce n'est pas ma manière d'entrer dans le débat public, donc je n'y répondrai pas, je ne rendrai pas l'appareil. Mais je pense quand même que si ça peut être drôle, hein, parce que moi j'ai peu d'amour propre, donc j'ai aucun problème pour qu'on en rie. Mais si ça peut être effectivement drôle, ça peut être aussi un peu grave, parce que nous sommes quand même en train de parler de la sixième extinction massive. Nous sommes en train de parler d'une crise majeure qui touche notre planète et la vie sur notre planète. Et je pense que même à des fins de moquerie idéologique ou à des fins de combat politique, décaler ou décadrer le débat vers des moqueries sur des attributs physiques ou objectaux n'est pas tout à fait anodin. Bon, en ce qui me concerne, ça n'a aucune importance, mais on voit que c'est un processus aussi hein, qui est parfois utilisé avec les minorités visibles, par exemple, pour les effondrer dans certaines de leurs singularités. C'est pas un bon processus, même si je ne m'en offusque pas dans ce cas très particulier. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même qu'on soit un tout petit peu raisonnable et qu'on fasse un tout petit peu attention en ce qui me concerne. En tout cas, je me tiendrai puisque j'ai justement tenté de dépersonnaliser les choses. Je n'ai rien à vendre, je ne suis pas candidat aux élections et j'ai refusé tous les appels du pied politiques. Donc mon seul désir, c'est de donner un petit coup de pouce à la vie et d'essayer de réfléchir sereinement et avec bienveillance au bien commun. Bon, il semble que ce ne soit pas le mode aujourd'hui de fonctionnement des réseaux sociaux ou d'une certaine presse, mais tant pis, tenons-en, nous, à ce qu'on croit juste, à ce qu'on aime faire, et je ne sortirai donc pas de cette direction en ce qui me concerne. Je crois aussi que, au-delà de ce rappel quand même au sérieux, parce que je ne sais pas du tout hein, si je suis quelqu'un de globalement sérieux, mais quand même quand il s'agit de l'état actuel écologique et social de la Terre, j'ai envie d'être sérieux, il faut quand même aussi prendre garde à cet autre écueil qui consiste à projeter sur son prétendu adversaire une pensée qui n'est pas du tout la sienne et à la déconstruire. Moi, on m'a montré des petits bouts d'articles concernant le nucléaire, concernant les ressources, concernant l'apocalypse, concernant beaucoup d'autres problèmes sur lesquels je me suis un peu prononcé, qui me font dire exactement le contraire de ce que je pense, de ce que j'ai exprimé, je crois clairement, et qui montrent la dangerosité de cette pensée qui n'est pas la mienne. Très bien, mais ne m'impliquez pas, s'il vous plaît, dans ce débat. Moi, je ne peux pas rendre compte de ce que vous projetez sur moi, qui n'a rien à voir avec ce que je pense, et qu'effectivement, vous avez bon droit de déconstruire, de détruire, voire même de mettre en défaut, si ce n'est en abîme. Mais sur le nucléaire, j'ai été extrêmement nuancé, sur la démographie, j'ai été extrêmement nuancé, ce sont des problèmes complexes sur lesquels j'essaye, peut-être que j'échoue, mais j'essaye de faire preuve de subtilité. Alors ne projetez pas un contour de ce qui correspond pour vous à la vision d'un écolo, ça n'a rien à voir avec ce que je dis, donc c'est un petit peu pénible. Comme d'ailleurs sur cet aspect fin du monde. Écoutez, je sais que j'ai employé ce mot, j'ai peut-être tort, moi j'aime beaucoup reconnaître mes torts, peut-être que je devrais cesser de le faire, mais j'ai toujours été parfaitement rigoureux, j'ai bien expliqué ce que je voulais dire. Ne jouez pas avec ça, même si c'est un artifice rhétorique, il est quand même un peu trop risqué. Euh, je sais très bien que la Terre ne va pas exploser dans 10 ans, j'ai quelques notions de physique et même d'astrophysique, voyez-vous. Je sais très bien que la vie ne va pas disparaître dans 10 ans, je sais très bien que même l'humanité ne va pas disparaître dans 10 ans, et peut-être même pas dans 100 ans d'ailleurs. Moi, je crois d'ailleurs qu'un petit nombre d'hommes, très riches, très aisés, ayant réussi à slalomer dans les difficultés, vont effectivement très bien s'en sortir. Ce que je pense très insuffisant comme situation. Mais je ne crois pas au collapse. Voilà. Donc ne m'appelez plus collapsologue. Je ne fais pas partie de cette mouvance, même s'il y a
des gens que je respecte énormément. Moi, je ne les caricature pas. Je sais qu'ils disent parfois des choses très sensées, hein, qui sont au-delà de la vision globale d'un effondrement imminent. Mais en ce qui me concerne, je me distancie un peu. Je ne crois pas, effectivement, que tout va péricliter brutalement, comme ça. Je ne crois pas que Walking Dead va advenir sur Terre, pas du tout. En revanche, ce qui est incontestable, c'est que nous sommes dans une extinction majeure. Ça, bien sûr, ce n'est pas une croyance, c'est un fait scientifique qui est établi. Ce que je sais également, c'est que 60% des populations sauvages d'animaux ont déjà disparu en 40 ans. Donc, il y a un problème extrême, ça c'est tout à fait incontestable. Mais voilà, la vision fin du monde pour demain, je n'y crois pas un instant, donc ne nous appelez plus, s'il vous plaît, les prophètes de l'apocalypse. Vous savez, les grands scientifiques, je ne parle pas de moi là, hein, bien sûr, je parle des experts du GIEC, récipiendaires du prix Nobel. Les grands scientifiques ne sont pas Nostradamus. Hein, ils ont des données extrêmement fiables sur lesquelles ils travaillent, ils ont tendance à être au contraire très prudents. Alors assimiler les lanceurs d'alerte aujourd'hui, qui sont extrêmement conscients de la gravité de la situation, qui tentent de faire passer le bien commun, parfois avant leur ego et avant leur aura, pour mettre en garde contre la périclitation de la diversité de la vie sur Terre et contre les immenses souffrances qui sont déjà à l'œuvre pour un grand nombre de vivants, les faire passer, disais-je, pour des prophètes millénaristes, c'est drôle. Voilà, on a vu l'image de Tintin, elle est passée sur tous les réseaux sociaux. Attention, ça sera la fin du monde. Ben oui, sauf que ça n'a juste absolument rien à voir avec des gens sérieux qui aujourd'hui nous disent attention, nous faisons face, c'est acté d'un point de vue scientifique, biologique, à une crise majeure. Comment pouvons-nous réagir à celle-ci? Quelles doivent être les bonnes orientations? S'il vous plaît, un peu de décence dans ce débat qui est tout sauf drôle, parce qu'il s'agit quand même de la mort de nos enfants possible, de la disparition des espèces, certaines dans certains cas. Ce n'est pas exactement le lieu de jouer au sale môme dans une cour de récréation, à se crêper le chignon et à se moquer des attributs des uns et des autres en leur prêtant des intentions qui sont littéralement orthogonales, au sens parfois profond, au moins raisonnable, de leur message. Alors pour en venir à ce qui est, dirais-je, un peu plus sérieux, au-delà donc des invectives plus ou moins malveillantes, mais c'est sans importance, je crois intéressant de revenir sur l'idée de ce que la technologie nous sauvera. Ça, c'est une idée qui est commune, que je vois souvent objecter à la pensée écologiste et qui est intéressante après tout, parce qu'elle n'est pas inepte et elle mérite d'être débattue. Alors, d'abord, il faut faire un peu attention, parce que nous sauvera, il faut bien savoir ce qu'on met dans ce nous. C'est-à-dire que beaucoup de dégâts ont déjà été faits. Donc, même si vous croyez que tout va bien, parce que le génie humain trouvera une solution. Oui, mais il n'empêche que ceux qui sont morts sont quand même morts et ne reviendront pas à la vie. Donc quand on sait que déjà, je l'ai dit il y a un instant, une grande partie des populations animales sont mortes, ça a eu lieu. Quand on sait qu'aujourd'hui, quand même, un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes, et ça, c'est pas forcément dû à la catastrophe écologique, hein, d'ailleurs, soyons honnêtes, ça a eu lieu. Donc le miracle technologique qui nous sauvera de tout ne réparera de toute façon pas les dégâts. Donc c'est un peu paradoxal d'attendre son advenu comme le Messie, sachant que d'ici là, bien évidemment, des circonstances létales sont effectivement en train de se déployer. Bon, au-delà de cette mise en garde, qu'en est-il? D'abord, moi je ne crois pas du tout que ça va arriver. Voilà, quand on y réfléchit sereinement, je pense qu'il n'y a strictement aucune indication palpable aujourd'hui en faveur de l'existence d'une solution technique aux problèmes auxquels nous faisons face. Et je vous rappelle que le problème, ce n'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est aussi bien sûr la pollution, c'est aussi bien sûr la disparition des espaces de vie. Donc, ça ne me semble pas être une idée rationnelle, mais je peux me tromper naturellement. Donc imaginons que le génie humain, comme on aime à le dire dans ces cas-là, même si à mon sens il s'exprime davantage dans les fugues de Bach ou les équations de Newton que dans les machines à absorber le CO2, mais peu importe, imaginons que le génie humain absorbe le CO2 grâce à une découverte majeure dans quelques décennies. A-t-on résolu le problème? Je ne crois pas, parce que ce que cela signifierait, c'est qu'on pourrait potentiellement pérenniser le système. C'est-à-dire que peut-être, et je le dis une dernière fois, je ne pense pas que ce soit possible, mais je peux avoir tort, peut-être effectivement qu'une invention de nature technique permettrait au monde de continuer à fonctionner comme il fonctionne en ce moment sans être en régime d'instabilité. Je crois que nous sommes en régime d'instabilité. C'est un peu la définition d'une exponentielle en physique. Mais enfin, peu importe. Si nous pouvions pérenniser notre mode d'être, alors est-ce que tout irait bien? Je ne pense pas. Parce qu'actuellement, nous sommes déjà en train de malmener
de façon assez drastique le vivant, à la fois une grande partie des populations animales et une grande partie aussi des populations humaines, bien évidemment les plus faibles, les plus précaires, les plus pauvres. Donc il faut faire très attention. L'argument technique consiste souvent à dire attention, on va peut-être pouvoir continuer sans qu'il y ait un effondrement. C'est peut-être vrai, mais quand bien même ça serait vrai, je ne pense pas que ça corresponde à un monde souhaitable, parce que regardez l'histoire, des régimes dictatoriaux, réifiants, déshumanisants, ont parfois été très pérennes. Donc le fait qu'un système puisse perdurer n'assoit en rien sa légitimité. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir à l'esprit quand on parle de solutions techniques. C'est un peu comme le problème de la démographie. Moi, j'ai essayé d'être très nuancé sur cette question, parce que c'est vrai qu'on est sans doute un peu trop nombreux sur Terre, mais je pense que c'est faux de reporter toute la question sur la démographie. Parce que si on fait ça, ça revient à dire si on était moins nombreux, on pourrait continuer à s'empiffrer autant sans qu'il n'y ait aucun problème. Bon, déjà du point de vue éthique, c'est quand même un peu contestable comme vision. Mais en plus, le point faible de cette vision, c'est qu'on oublie que dans l'état actuel des choses, les 1000 milliards d'animaux qu'on tue par an dans des conditions abominables, eh bien, en vivant de la même manière, en étant 2 fois moins nombreux, on en tuerait 500 millions, 500 milliards même, par an. Et donc ça serait résolu? Bah évidemment non. Donc vous voyez bien que le problème, c'est qu'une attitude très prédatrice, comme c'est aujourd'hui le cas, qui a des conséquences extrêmement drastiques sur le reste du vivant, même si on diminue un peu l'impact démographique, on ne diminue que d'autant l'impact éthique. Et donc finalement, on ne résout pas du tout le problème avec une diminution de la démographie, sauf vraiment avoir une vision incroyablement anthropocentrée et même égocentrée de ce qu'est un bien vivre sur Terre. Et ça, effectivement, ce n'est pas celle que je défends. Donc ce sont des questions intéressantes. Moi, je suis extrêmement favorable au débat bienveillant, serein, dépersonnalisé sur les choses de fond. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même intégrer l'ensemble de la problématique et ne pas en rester à une vision purement scientifique, en fait, qui consisterait à dire attention, à cette question, il y a une solution, donc tout va bien. Vous voyez, un exemple très simple. Il y a des gens qui réfléchissent aujourd'hui à des pollinisations par robots, des petits drones en quelque sorte, qui vont faire comme les abeilles quand elles seront mortes. Je ne crois pas du tout que ça va marcher. Mais supposons que ça marche. La question intéressante, c'est est-ce que c'est le monde qu'on veut? Est-ce qu'on veut remplacer les abeilles par des robots? C'est ça la question fondamentale. C'est pas est-ce qu'on peut le faire. Moi, je crois déjà qu'on ne peut pas le faire. Mais quand bien même on pourrait, est-ce qu'on le souhaite? Vous voyez? Est-ce que, par exemple, des humains qui vivraient avec une espérance de vie non diminuée, mais dans un monde qui serait une vaste chape de plomb ayant recouvert la forêt, est-ce que c'est ce que nous désirons pour les générations futures? Alors, je ne veux pas caricaturer, je déteste la caricature. Donc, je sais très bien que les adeptes de la technoscience poussée à l'extrême ne veulent pas forcément cela. Ils sont sans doute nuancés, comme nous tentons de l'être nous aussi. Mais il y a quand même tendanciellement, me semble-t-il, le risque d'une évolution vers un monde où quelques indicateurs objectifs, si vous voulez, pourront laisser croire que tout va bien, mais où en réalité, ce qui fait quand même le sens de ce qui nous entoure aura essentiellement périclité. Voilà. C'est pourquoi, et je le disais en introduction, quand il m'est arrivé de parler de fin du monde, et j'ai peut-être eu tort d'utiliser ces mots, j'expliquais bien que ce que j'appelais le monde, c'était en réalité la diversité foisonnante du vivant, qui est beaucoup plus que ce qu'on appelle de façon un peu froide aujourd'hui la biodiversité, ce qui est presque le magique, le miraculeux de cette évolution subtile, de ces millions d'années d'évolution qui ont donné lieu à ce foisonnement inimaginablement beau, inimaginablement émouvant de vie sur Terre. Voilà, c'est en ce sens, je crois, que le monde est effectivement un peu menacé, et ça me semble plus important que certains progrès techniques qui ne sont des progrès que par rapport à des indicateurs évidemment réfutables et construits et qui pourraient avoir des conséquences relativement dommageables dans le long terme. Vous voyez, c'est pas simplement une question scientifique, j'y insiste, c'est vraiment une question de choix. Il faut quand même à un moment qu'on se rende compte que tout n'est pas compatible avec tout. Et il y a une forme d'hubris, voilà, de folie comme ça, consumériste, qui entraîne mécaniquement par la pollution associée, par exemple la disparition d'un grand nombre d'espèces. Et je pense qu'il faut quand même à un moment qu'on soit honnête et qu'on pose cette question. Est-ce qu'on préfère cet objet technique, qui est souvent amusant, ou est-ce qu'on préfère quand même sauvegarder un peu la vie sur Terre, sachant que l'un est beaucoup plus facilement remplaçable que l'autre, et sachant que l'un est associé aussi à des souffrances, à des désirs d'être,
qui sont peut-être un peu plus fondamentales que l'existence de certains microprocesseurs. Mais c'est un choix. J'aimerais simplement que ce choix soit discuté et qu'on ne fasse pas comme si il allait de lui-même. Vous voyez, c'est un peu d'ailleurs comme ce procès incroyable que certains veulent faire en dictature verte. Non mais c'est une blague, n'est-ce pas? Bon, si c'est une blague, on peut en rire, mais enfin, c'est un peu un rire jaune quand même. Parce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la nature, disons au sens 18e siècle de ce mot, est dévastée, pillée, humiliée, mutilée, presque sans aucun droit. Et que ceux qui tentent de se dire, faudrait quand même peut-être limiter un peu cette folie dévastatrice pour que quelque chose perdure pour demain, on ose leur conférer des velléités dictatoriales. Bon, voilà, je suppose que c'était une blague, ou alors c'est peut-être un argument de rhétorique politique, mais il est un peu vil, non? Parce que, vous savez, nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas d'argent, enfin en tout cas pas suffisamment pour jouer les lobbyistes, nous n'avons pas de velléité politique, en ce qui me concerne en tout cas, et ce au nom duquel j'ai parfois un peu parlé, on essaye juste de faire attention à ce que quelque chose demeure pour les générations à venir, et vous voyez là des dictateurs. Les mots ont un sens, ne l'oubliez pas s'il vous plaît. Et quand vous parlez de Khmer vert et de tous ces mots très insultants, bon, prenons-les avec le sourire, c'est tellement pas grave par rapport à la situation elle-même. Mais quand même, vous voyez ce qu'il y a derrière, c'est cette sacralité de la liberté qui parfois fut mise en exergue, que vous rappelez, comme si on ne peut jamais, on ne doit jamais toucher à la liberté. Ça c'est tabou, je l'ai lu plusieurs fois. Mais vous ne le pensez pas en fait ça. Parce que si la liberté ne doit jamais être freinée, alors vous seriez pour la liberté du vol, du viol, du meurtre, de la barbarie. Mais bien sûr que vous ne l'êtes pas. Moi, je ne vous ferai pas ce procès que vous faites parfois à vos opposants. Mais non, je sais très bien que vous aussi, vous aimez vos enfants et que vous êtes bien content qu'ils ne soient pas agressés quand ils se déplacent dans la rue. Donc, vous êtes favorable à une limitation des libertés individuelles. Évidemment, la liberté d'agresser quelqu'un dans la rue doit être limitée pour le bien commun, pour que nous puissions continuer à marcher sereinement dans la rue. Autrement dit, bien sûr que la restriction de liberté est nécessaire. Il y a des lois épaisses comme ça. Je ne pense pas que vous soyez des anarchistes radicaux qui veulent renverser la loi. Non, je ne le crois pas. Et je pense que vous savez tous que quand on est victime d'une agression, bah oui, on va à la police et on dit que quelque chose d'illicite a été commis et que la loi est là pour nous protéger. Et ce que nous pensons, c'est que peut-être que par rapport aujourd'hui au niveau d'agression qui est fait, qui est perpétré contre la vie, bah, il faudrait peut-être effectivement que la loi protège la vie. Ne dites pas, ah mais non, parce que cela obérerait des libertés individuelles, donc c'est inaudible. Mais heureusement que les libertés individuelles sont déjà limitées. Heureusement que, à mes examens, mes étudiants, figurez-vous, n'ont pas le droit de tricher. Je limite leur liberté individuelle. Bah oui, pour que le diplôme ait un sens. Évidemment qu'il faut limiter la liberté individuelle quand celle-ci va trop lourdement contre le bien commun. Personne ne veut d'une dictature. Enfin franchement, en tout cas pas nous, en tout cas pas moi. Je crois que nous aimons la liberté avec une pointe d'ironie, j'ajouterais même que nous l'aimons peut-être un peu plus que nos détracteurs. Mais enfin, quand la liberté des uns nuit trop drastiquement à la liberté des autres à continuer à pouvoir vivre, alors peut-être faut-il limiter un peu la première pour continuer à jouir de la seconde. C'est une évidence de base, de droit et de politique. Je pense que peut-être aujourd'hui, l'immensité du crime, hein, c'est son qualificatif le plus adapté, environnemental, devrait également être perçu du point de vue du droit, parce que si on en reste au chacun fait ce qu'il veut, qui, je le répète, n'est heureusement pas à l'œuvre aujourd'hui. Oui, mais le problème, c'est que chacun fait ce qu'il veut, va tuer beaucoup d'autres. Moi, je veux bien que les gens les plus riches puissent prendre 15 fois l'avion dans l'année sans aucune limitation, même quand c'est pas nécessaire, même quand c'est futile, etc. Mais nous respirons le même air qu'eux. Moi, j'ai pas de problème avec le rubris en tant que tel. Ça me choque pas outre mesure. Sauf que mes enfants respirent l'air qu'ils ont pollué. Et si demain, effectivement, ils développent un cancer, je vais être un peu ennuyé, vous voyez? Et donc, je pense que certaines libertés excessives, qui n'ont pas beaucoup d'importance, la liberté de rouler en 4x4 en centre-ville, mais c'est un exemple, hein. Oui, je sais, c'est une caricature, nous n'avons rien contre les 4x4. Mais quand même, ce type de liberté, vous voyez, s'il s'avère après réflexion profonde,
qu'elle a des conséquences trop dévastatrices pour la vie commune, alors peut-être oui, il faut y réfléchir. Vous voyez, les médecins appellent ça la balance bénéfice-risque. Parfois, effectivement, ce qu'on perd est tellement dérisoire par rapport à ce qu'on gagne, bah oui, que bien sûr ça vaut le coup, et c'est déjà comme ça que nos vies sont heureusement régulées. Vous savez la liberté qu'on risque de perdre en quelques années? C'est celle de sortir de chez nous, hein. On le sait, ça, ce sont les prévisions scientifiques fiables. Quand la température extérieure sera de 50 degrés dans de vastes régions du monde et pendant plusieurs jours ou semaines consécutives, on ne pourra pas sortir. Ça sera une privation drastique de liberté. Est-ce que ça ne valait pas le coup de se priver un peu de quelques libertés infimes et dépourvues de sens profond pour sauvegarder cette liberté fondamentale qui est celle de pouvoir aller simplement à l'extérieur de nos demeures? Et peut-être aussi de ne pas mourir pour ceux qui n'auront pas la climatisation? Bah moi je crois que oui. Et ça n'a rien d'une vision apocalyptique, c'est juste une analyse rationnelle des bénéfices et des pertes d'un certain nombre de positions. Je crois qu'il est temps d'être un peu sérieux sur ces questions, d'aller au-delà des remarques sur les cheveux ou sur les montres. Ce n'est pas très digne par rapport à l'amplitude du problème. Et d'ailleurs, ceux qui croient avoir découvert des choses extraordinaires, mais moi je le prends toujours comme outil d'autodérision, mes propres conférences, les petits objets dont je suis paré. Je m'en fiche, moi je ne cherche pas à être populaire. Je ne me présente pas aux élections et je sais parfaitement que je suis parfois incohérent. Et je travaille cette incohérence pour comprendre les mécanismes qui permettraient d'aller vers le bien commun. Enfin, franchement, vous croyez pas qu'on s'en fout complètement de la vie d'Aurélien Barraud? On est quand même en train de parler de ce qui va advenir pour bientôt 10 milliards d'êtres humains, pour 7 millions d'espèces, dont une grande partie d'entre elles sont aujourd'hui en danger d'extinction critique, d'après les meilleurs spécialistes de biologie environnementale. S'il vous plaît, regardons un petit peu les choses qui ont du sens. Et moi, je m'amuserai toujours d'échapper aux taxonomies trop pauvres et trop étriquées. Mais franchement, je crois que ça n'a d'intérêt pour absolument personne. Alors voilà, moi je souhaite bon courage à ceux qui vont prendre la suite. J'ai déjà refusé 99% des invitations médiatiques. Je vais sans doute continuer à me retirer plus encore. Je n'exclus pas de réapparaître de temps en temps quand j'ai des choses à dire. J'ai simplement voulu jouer le rôle de passeur finalement, de la manière la moins personnelle possible parce que le problème auquel on fait face nous dépasse aujourd'hui. Alors c'est vrai, je ne suis pas un expert, ça aussi je l'ai dit tout le temps, hein. Mais en même temps, vous savez qui est à la fois biologiste, chimiste, physicien, politologue, économiste? Il faudrait tout connaître finalement pour être expert de cette situation. Mais enfin quand même, sur les aspects purement biologiques, il y a évidemment de meilleurs experts que moi. Je veux continuer à leur passer la parole. Je voudrais avoir simplement finalement contribué un peu à mettre l'importance du débat écologique sur la table. Il ne s'agit pas que de sauver les petits oiseaux et les forêts, même si pour moi les petits oiseaux et les forêts c'est très important. C'est aussi évidemment une question sociale parce que ça ne peut pas fonctionner sans partage. Aujourd'hui il y a une très grande violence quand même dans ce monde où le niveau des inégalités fait que malgré la progression globale du niveau de vie, nous avons en France par exemple près de 3000 SDF par an qui meurent prématurément, vous vous rendez compte? C'est juste hallucinant comme chiffre. Donc voilà, je crois que la pire violence souvent c'est de faire comme si l'état actuel du monde n'était pas un choix mais était une sorte de nécessité presque mécanique, voyez-vous. Ben c'est pas le cas en fait, voilà. Et moi je voudrais simplement avoir contribué à aider à ce qu'on puisse déconstruire un certain nombre d'évidences, à ce qu'on travaille sérieusement, c'est-à-dire sans parler des t-shirts, des questions qui nous intéressent, et qu'on puisse le faire avec une vision du bien commun qui certainement n'est pas très différente. Moi, je suis parfois choqué quand je vois effectivement des articles ultra-libéraux pour qui l'écologie est le grand Satan, pour qui la consommation est la seule chose qui compte. Oui, ça me choque, je le lis, je trépigne un peu de colère, mais en même temps, voilà, soyons généreux et bienveillants. Je suis sûr que l'auteur de cet article, si je prenais un café avec lui maintenant, il ne mange pas ses enfants au petit déjeuner, et que finalement lui aussi, par rapport à l'immense souffrance des vivants, il serait sans doute sensibilisé. Parce que vous savez, même si on est cynique par rapport à la disparition des espèces, et moi je crois qu'il ne faut pas l'être, il ne faut jamais oublier que derrière la disparition des espèces, il y a la mort des individus. Ça sera sale, hein. La disparition d'une espèce, c'est pas paf, elle est plus là. Ce sont des individus sensibles qui vont souffrir et qui vont mourir.
Bah voilà, peut-être que je suis un peu bisounours, mais ce niveau de douleur, moi ça me rend triste. Voilà. Et j'ai eu envie un peu de me battre pour dire ceci n'est pas inévitable, même si concrètement j'ai très peu d'espoir que ça change, parce que quand on voit la puissance de l'inertie systémique, en effet, la modification de notre être au monde qui serait nécessaire et qui n'aurait rien d'un retour en arrière. Personne ne veut revenir à l'âge des cavernes. Moi, quand je vais chez le médecin, je suis ravi qu'il ait des outils de diagnostic qui soient effectivement plus développés que ceux dont pouvaient jouir mes grands-parents. Nous ne voulons pas de cela. Nous ne voulons pas d'une régression. Nous ne voulons pas d'une décroissance du point de vue de ce qui a de l'importance, du point de vue de l'amour, du point de vue du partage, du point de vue du bonheur, du point de vue de la créativité, du point de vue de l'invention, du point de vue de la pérennité, du point de vue du respect. Non, nous voulons de la croissance. Nous disons simplement que peut-être mesurer simplement comme c'est fait aujourd'hui la croissance par le PIB, qui lui-même, et ça c'est aujourd'hui très bien documenté, est hélas presque toujours directement proportionnel à l'impact néfaste sur l'environnement, sur la nature, sur la vie, bah, c'est insatisfaisant. Revoyons nos indicateurs, ou mieux encore peut-être, passons-nous d'indicateurs et essayons d'inventer des valeurs qui ont un peu plus de sens, qui n'auraient rien à voir, qui seraient l'exact inverse d'une dictature, qui ferait plutôt au contraire de la bienveillance, de la vie en fait, tout simplement, de la vie partagée et respectée, une valeur un peu plus fondamentale que celle de l'argent et du progrès économique. Bien sûr que c'est complexe et on sait très bien que la croissance a aussi permis de sortir parfois de la famine, mais on le sait cela, ne nous faites pas dire ce qu'on ne dit pas, c'est un problème complexe face auquel il n'y a pas de solution clé en main. Simplement aujourd'hui il y a un rapport de domination qui fait qu'un certain nombre de dogmes très ultralibéraux dominent dans les faits, c'est incontestable. Et donc il ne s'agit pas de contrer ça avec une dictature communiste, mais enfin, personne ne veut ça. Enfin, en tout cas, je ne veux pas ça, je l'envisage même pas. Ça n'a tellement rien à voir avec ce que l'on peut rêver que c'est même grotesque de devoir s'en justifier. Mais oui, il faut probablement enfin réfléchir sur le fond. La pensée écologique a été moquée pendant des décennies. René Dumont était un homme noble il y a 40 ans. On le faisait passer pour un charlot aux élections présidentielles. Moi, je m'en souviens pas, bien sûr, mais ma maman me racontait, c'était le petit rire cynique, quoi, sur l'allumé, l'hurluberlu, le doudingue, le doux rêveur. Bon, aujourd'hui, on a compris qu'il avait raison. On est effectivement face à une situation où la vie s'étiole sur Terre. Ce n'est pas qu'une peur pour l'avenir, c'est un constat sur ce qui s'est déjà passé. Et là, d'un seul coup, les écolos ne sont plus des doudingues, ce sont des dictateurs. Non mais s'il vous plaît, soyez plus inventifs dans les registres. Entre les doudingues et les dictateurs, il y a la vérité. La vérité, c'est simplement des gens qui aiment la vie et qui essayent de réfléchir au bien commun avant tout, qui n'ont pas, en tout cas en ce qui me concerne, de velléité personnelle dans cette affaire. Les choses ont été dites, moi je fatigue un peu, je voudrais revenir davantage à l'astrophysique, à la poésie, à la littérature, à la philosophie, à ce qui est le vrai cœur de ma vie. J'espère avoir contribué à donner l'alerte avec beaucoup d'autres, que la parole soit prise bien davantage maintenant par de bien plus experts que moi. Croyez-moi, j'ai déjà été infiniment plus réservé que ce qu'on attendait de moi. Certains m'ont trouvé trop radicaux, d'autres pas assez radicaux. Eh bien, tant pis, je ne cherche pas à plaire à tout le monde. En tout cas, j'ai été nuancé. J'assume. Avec parfois quelques regrets d'ailleurs aussi, parce que vous savez, ce petit côté quoi que j'ai dit, je l'assume. C'est très à la mode ça aujourd'hui. Non, pas moi. Moi j'ai fait des erreurs et je les reconnais. Mais toujours est-il que maintenant, soyons sérieux, débattons sur le fond. La situation est grave. Elle exige une chose, c'est beaucoup d'invention, beaucoup de créativité et aussi beaucoup de respect. Merci.